On s'intéresse au rôle du droit sur le vécu des justiciables, mais sur les vécus de l'ensemble des acteurs qui participent dans le système. Et ce que je vais faire au niveau du plan, après quelques considérations méthodologiques, on va regarder la question de définition de la prévention de la chronicité, qui est le sujet de fond de ma présentation comme telle, pour ensuite, parce que je me suis dit, lorsque je le préparais, je vais regarder qui est dans la salle, combien de personnes ont déjà vu un accidenté du travail ou un employeur d'accidenté du travail. C'est ça que je pensais. D'accord. Alors, dans ce temps-là, ça se peut que je passe moins de temps sur la littérature scientifique parce que vous n'allez peut-être pas l'appliquer tout de suite. Tout ça, c'est publié. Le développement récent en droit de la santé et sécurité du travail 2020, le texte est publié. Je souligne d'ailleurs, pour ceux et celles qui connaissent Vicky Sabourin, notre étudiante en maîtrise, elle est responsable de la troisième partie du texte. C'était son travail de cette année. Ça fait 2 diapos dans ma présentation, mais ça a pris toute l'année avec une banque FileMaker pour pouvoir livrer les résultats qu'on a eus. Ensuite, on va regarder 3 exemples tirés de nos enquêtes qualitatives pour regarder l'application de la loi à la lumière des projets de recherche sur l'effectivité du droit. En quoi les règles de droit influencent le comportement des gens. Alors, les références sont ici. Ce que je présente aujourd'hui, c'est tiré de 2 études principales subventionnées. Une première qui a duré 4 ans et qui portait sur le rôle des médecins dans le régime de réparation des lésions professionnelles au Québec et en Ontario. Et ça vient de sortir en français. On l'a soumis en 2016 et sorti en 2019. Et en anglais, c'était publié en 2016. Alors, si le rôle des médecins dans le régime de réparation vous intéresse, vous pouvez lire ça et écrivez-moi si vous voulez des copies. Le rôle des médecins, vous avez l'article sur la transdisciplinarité et vous avez l'article sur la structure dans les American Journal of Industrial Medicine. Et dans les 2 cas, on utilisait la même méthodologie et on a décrit la méthodologie dans les 2 cas de manière à permettre, entre autres, pour le texte en haut, c'est un traité et plusieurs d'entre vous avez ont participé à ce traité-là. C'est une approche méthodologique à la transdisciplinarité. Et c'est cette méthode-là que je vais exposer un petit peu au début pour celles et ceux qui s'intéressent davantage à la méthodologie qu'à la santé au travail. Alors, la première étude des 2, et c'est celle sur les médecins, c'était avec mes collègues Joan Eakin, qui est sociologue, une grande sociologue de la santé à l'Université d'Alabama School of Public Health à Toronto, à U of T. Et il y avait Lynn Holness, qui est médecin, et il y avait notre étudiante Dana House, qui est devenue ma postdoc ensuite. Alors, j'étais la seule juriste de l'équipe. Et ce qu'on voulait savoir, c'était, on voulait examiner le rôle du droit sur l'expérience des justiciables au Québec et en Ontario qui passaient par le régime de réparation des victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et au niveau méthodologique, on a fait premièrement du droit comparé. Alors, vous, j'imagine que je n'ai pas besoin d'expliquer ça très longuement, mais d'habitude, ce n'est pas aux juristes que je parle. Mais le droit comparé, on a fait vraiment, il fallait alphabétiser l'équipe. Alors, moi, je suis juriste, mais pas avocate ontarienne. Et les sociologues, le droit, ce n'est pas leur truc en général. Il fallait vraiment que l'équipe s'approprie les règles de droit dans le contexte dans lequel on faisait l'enquête qualitative. Alors, je fais du droit comparé. Quelles sont les similarités et les différences entre les 2 régimes juridiques? Ensuite, on fait des entrevues individuelles et de groupe au niveau d'une enquête qualitative. On avait 31 entrevues en Ontario, 34 au Québec. Et vous avez ici la liste des catégories de personnes. Alors, il y avait les professionnels de la santé, il y avait les médecins, il y avait d'autres professionnels, il y avait des représentants de travailleurs et d'employeurs, responsables du régime d'indemnisation en Ontario, mais pas au Québec, parce que le Québec n'aime pas se faire étudier. Alors, c'est un problème récurrent. On a de la difficulté à faire des entrevues avec la CNESST. Alors, on a fait, c'est les 2 premiers éléments.
Je vais vous revenir ensuite, parce que là, c'est la deuxième étude qui nourrit la présentation. C'est la même méthodologie qu'on a utilisée, mais la question de recherche était différente. Et c'est cette étude-là, ça c'était les projets pilotes qu'on faisait dans le développement du partenariat. Et on a une subvention jusqu'en 2025 pour poursuivre ces recherches. Alors, ce que je présente aujourd'hui, c'est juste deux catégories de travailleurs, les travailleurs précaires et atypiques, par exemple les travailleurs d'agences de travail temporaire qui se blessent, travailleurs impliquant dans la mobilité géographique. Ça, c'est pour celle, je regarde Cynthia, On the Move, ça fait 7 ans qu'on a une subvention en partenariat portant sur les travailleurs qui doivent se déplacer plus de 2 heures par jour pour travailler, mais ça peut aller jusqu'au fly-in, fly-out, les travailleurs étrangers temporaires. Et on voulait savoir la question de recherche à droite, les régimes de réparation des lésions professionnelles répondent-ils aux besoins des victimes de lésions professionnelles dans un contexte de travail précaire ou de travail mobile? Et dans cette étude-là, on a 4 provinces. Ça, c'est le projet pilote. Aujourd'hui, je vous parle juste du Québec et de l'Ontario. On a été financé en 2018 et là, on a tout le Canada. Alors, même mutatis mutandis, on est obligé d'utiliser les mêmes méthodes partout. Et le droit qui nous intéressait, moi, je pensais que c'était le régime d'indemnisation, la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, mais les entrevues nous ont forcés à voir aussi la loi sur la discrimination au niveau de la Charte québécoise, parce que les victimes d'accidents de travail sont victimes de discrimination, et eux, ils ne sont pas comme les étudiants en droit qui disent, moi, aujourd'hui, on ne parle pas de la Charte parce qu'on est ici pour parler d'autre chose. Et évidemment, la loi sur la santé et sécurité du travail, qui est utilisée pour justifier l'exclusion de personnes handicapées des milieux de travail. Alors, c'est l'accès au travail, le retour au travail après une lésion professionnelle, parfois de personnes qui sont assez gravement handicapées ou qui sont perçues par les employeurs comme étant potentiellement handicapées. Là, le deuxième aspect, on fait, et ça, c'est la première fois que je l'ajoute, ça fait longtemps que je présente ma méthode, mais je réalise qu'on fait une analyse transdisciplinaire de la littérature que je prends pour acquis, qui fait en sorte que ça ne mérite jamais un diapo. Mais de la même manière que mes collègues sociologues doivent devenir alphabétisés dans le régime juridique, moi, je dois devenir alphabétisé dans le domaine scientifique qui nous intéresse. Et dans le domaine scientifique qui nous intéresse pour la présentation d'aujourd'hui, c'est à la fois les sciences de la santé, toute la littérature sur la réadaptation professionnelle, qu'est-ce qui est bon pour la santé, comment on doit traiter un mal de dos, etc. Tout ce qui est médical, mais aussi tout ce qui est sociologique, tout ce qui est psychologique. Alors, c'est un bagage assez important. Et lorsque vous lisez le texte, qui est quand même pour les développements récents en droit de la santé et sécurité du travail, alors c'est pas très coté au niveau des universités qui cotent. Mais c'est essentiel parce il y avait 300 personnes dans les 2 dernières semaines à qui j'ai présenté ces résultats de recherche. Le texte est publié, les avocats le lisent et on est en réforme juridique. C'est un texte qui reste pour le législateur et qui ne sera pas publié en 2022. Alors, je l'ai fini le 6 décembre, il était publié le 7 février. Alors, et là, le législateur, le ministre qui est en réforme, techniquement, si ça l'intéresse, il peut le lire. Alors, fermons parenthèse, je fais la revue de toute cette littérature pour les juristes quand même, mais c'est la littérature tirée des sciences de la réadaptation. Et il faut que moi-même, je ne devienne pas spécialiste en sciences de la réadaptation, mais je deviens apte à parler aux spécialistes en sciences de réadaptation pour leur dire, mais vous êtes dans un contexte juridique particulier, le savez-vous, etc. Alors, vous avez à droite la littérature sur les politiques publiques et sur le droit en matière d'indemnisation. Ça, pour les juristes, il n'y a pas de souci. La littérature tirée de médecine et sciences de la réadaptation et la littérature sciences sociales portant sur les régimes d'indemnisation et le comportement des différents acteurs. Et toutes ces littératures-là, ça fait partie de ma méthodologie quand même, de tout lire ça, à toutes les semaines. J'ai un jeune qui ajoute ça à une banque EndNote. Je filtre à toutes les semaines tout ce qui sort. Mon carré de sable est tout petit, mais il est très profond. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature. À toutes les semaines, j'ajoute peut-être 20 articles à ma banque EndNote qui a, à mon désarroi, 6000 articles.
Bref. Troisième aspect de la méthodologie, et celle-là, c'est la même qu'on a utilisée avec les médecins, entrevue avec les informateurs clés, Québec et Ontario, et entrevue avec les travailleuses et travailleurs accidentés, les employeurs et leurs représentants, des travailleurs syndiqués et non syndiqués. Et on prend aussi une récolte documentaire, que ce soit les politiques de la Commission ontarienne ou que ce soit des mémos ou la jurisprudence, on le fait par ailleurs, mais on utilise la jurisprudence à la fois comme source de droit, dans le droit comparé, mais aussi ça corrobore les histoires des personnes qu'on fait interviewer, parce que souvent, ils sont justiciables. Alors, tu lis leur jugement avec leur permission aussi, puis tu mets tout ça ensemble pour vraiment trianguler les données. Alors, pour la deuxième étude, vous voyez ici avec qui on a parlé. On a 11 travailleuses, travailleurs au Québec et 18 informateurs clés, en individuel ou en groupe. Ça dépend des contextes. Et en Ontario, on a plus de travailleurs un petit peu, des employeurs et des informateurs clés. Même catégorie d'informateurs clés pour, que j'avais pour la première étude sur les médecins. C'est pas du tout les mêmes personnes. À date, ça va? Alors, ce que j'ai découvert en travaillant avec mon ami Joan Aiken, qui est sociologue, c'est que les sociologues baptisent leur méthodologie. Alors, lorsqu'on a publié en 2016 dans the American Journal of Industrial Medicine, elle a dit « We've got to give this a name ». Parce qu'on vit notre recherche. J'étais là, je vis à Toronto, je passe du temps et tout ça, mais c'est quoi ça? Hein? Et là, alors, essentiellement, avant de regarder le diapo, ce qu'on fait, d'un côté, on a toutes les connaissances juridiques sur l'état du droit, toutes les connaissances scientifiques sur la problématique telle que lue et entendue dans la société qui nous intéresse, et on a des entrevues de l'autre côté. Et ce qu'on a découvert depuis très longtemps, avant même de demander cette subvention-là, c'est que, à titre d'exemple, les travailleurs accidentés ontariens haïssent la Commission des accidents de travail, mais ils ne parlent jamais de l'employeur. Et les travailleurs québécois haïssent l'employeur, et de temps à autre, ils vont parler de la Commission des accidents de travail. Et les travailleurs ontariens ne parlent jamais des médecins, alors qu'au Québec, les travailleurs, ils parlent juste des médecins. Et là, on est filmé, alors je ne vais pas citer le genre de choses qu'ils disent, mais ils ne les aiment pas beaucoup. Pas leurs médecins, mais ils sont très contrôlés au niveau médical. Si tu ne connais pas le droit, tu ne sais pas pourquoi les Ontariens haïssent pas les médecins alors que les Québécois haïssent les médecins. Alors, c'est pour ça qu'il faut mettre les deux ensemble, conjuguer les résultats de tes entrevues avec la réalité juridique et les contextes juridiques, parce que les gens dans les entrevues, ils disent pas, mais c'est tel article dans la loi qui m'opprime. Alors, ils savent pas pourquoi ils sont maltraités. Ils savent juste qu'ils sont maltraités. Alors, les médecins en Ontario, un des issues de cette première étude, c'est qu'eux, ils se sentent éternellement ignorés. Ils ne veulent pas traiter les accidentés du travail parce qu'ils se sentent ignorés par la commission, alors qu'au Québec, ils se sentent attaqués. Ils ne veulent pas plus traiter les accidentés du travail. Et ça, c'est documenté, l'accès aux soins pour les travailleurs accidentés. Il y a beaucoup de médecins qui ne veulent pas accepter les travailleurs qui sont victimes d'accidents de travail. Et la SAC aussi, c'est vrai, au Québec, il y a des médecins qui ne veulent pas. Mais là, lorsqu'on se met ensemble avec le droit et les résultats des entrevues, on comprend pourquoi les gens ont la réaction qu'ils ont, même si eux, ils ne l'ont pas. Et c'est ça que Joan, parce que c'est vraiment une sommité en sociologie de la santé, a dit, le dialogue transdisciplinaire interjuridictionnel. Et ce qui est particulier dans cette méthode, c'est qu'on a deux juridictions, on a deux provinces différentes. Et en faisant à la fois le droit comparé et les études qualitatives, tu permets d'identifier la source d'une bonne fonction et d'une mauvaise fonction de la législation. Tandis que si tu regardes juste dans une juridiction, tu ne sais pas, là, parce que c'est un peu comme si tu étais dans ton propre bocal et toi et tes poissons, vous êtes tous dans la même affaire. Tandis que lorsqu'on arrive en Ontario, on dit pourquoi ils ne sont pas fâchés contre les médecins? C'est ça la piste qui est intéressante et qui ensuite, ça te permet de regarder
comment ça fonctionne. Et on l'a baptisé le dialogue transdisciplinaire interjuridictionnel. Ça, c'est pour la méthode. Et là, je vais parler brièvement de la définition de la prévention de la chronicité en mettant mon chapeau de prof de droit et non pas mon chapeau de santé et sécurité avec des apologies à notre spécialiste qui va lire l'article. Mais essentiellement, moi, je suis sur le comité organisateur du colloque du barreau depuis 1997. Et à chaque année, il y a des représentants patronaux. Moi, je suis universitaire, il y a des gens du côté syndical, il y a des gens des tribunaux. Et on a des évaluations à chaque année avec des suggestions. Et quelqu'un avait suggéré, il faut faire quelque chose sur la prévention de la chronicité. Alors, j'ai dit, mais je travaille là-dessus, je vais le faire. Et ça faisait 5 ans, alors c'était pas trop grave si je faisais ça. Et là, j'ai commencé à faire ça. La raison pour laquelle je connais bien la prévention de la chronicité, c'est que j'ai enseigné pendant 15 ans dans un programme de prévention de chronicité international, interdisciplinaire. C'était CIHR, ICRES, formation doctorale, postdoctorale. Je nageais là-dedans depuis très longtemps. Et donc, je pensais savoir ce que ça voulait dire. Et là, j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombée sur 3 définitions complètement différentes. Puis, j'ai aucune idée si le monsieur ou la madame qui a suggéré mon sujet partageait mon analyse de ce que ça voulait dire, mais c'est ça le privilège d'être au barreau, c'est tu écris ce que tu veux. Il n'y a personne qui veut dire, c'est pas ça que je voulais dire. Alors, et historiquement, la première fois qu'on entendait beaucoup de la prévention de la chronicité, c'était le rapport Spitzer, et Jean-Pierre, peut-être, tu es peut-être trop jeune encore pour te rappeler de ça. Oh, oui. En 86, parce qu'avant, on disait, t'as mal au dos, tu restes au lit. Et là, Spitzer et son équipe ont dit, c'est très mauvais pour la santé de rester au lit si tu as mal au dos. Avis à tous ceux et celles qui ont mal de dos. Restez pas couché, il faut bouger, selon Spitzer. Mais lui, il dit, au bout de 7 semaines, il faut bouger. Il dit pas le lendemain, il faut bouger. Et ça, lui, il voulait prévenir la douleur chronique. Et c'était spécifique au mot dos. Mais prévention de la chronicité, douleur chronique, c'est une acceptation. Ça, l'équipe qui était Patrick Loisel qui menait cette équipe où je faisais de la formation pendant 15 ans, financée par l'ICRES, c'était le modèle de Sherbrooke. Et là, je vous épargne les détails du modèle de Sherbrooke, mais tu as le travailleur dans le milieu et tu as des systèmes, ça c'est son système personnel, sa famille, comment il se sent, comment il pense. Tu as l'organisation de l'employeur, le poste chez l'employeur. Ici, c'est le système de la santé, son médecin traitant, etc., etc. Et de l'autre côté, tu as le système, l'agent d'indemnisation, ça, c'est l'assurance. Et ça fait le tour du monde. C'est l'Université de Sherbrooke qui était le premier à le connaître. Et c'est vraiment partout. Il y a des études en Afrique, il y a des études en Europe. Le modèle de Sherbrooke est célèbre pour ça. Peut-être pour d'autres choses aussi, mais disons que dans mon petit monde à moi, c'est pour ça. Et ça, l'important ici, c'est la prévention de l'incapacité au travail. Et c'est ça la chronicité, c'est l'incapacité chronique au travail, que la personne ne retourne jamais sur le marché du travail. Et le troisième acceptation, et ça, à mon désarroi, j'ai découvert ça, c'est aussi dans tous les rapports annuels de la CSST, qui est aujourd'hui la SNEST. Le synonyme de mesurer la chronicité, c'est mesurer les jours d'indemnisation. Alors, si tu baisses le nombre de jours d'indemnisation, tu as amélioré le portrait de l'aptitude au travail des Québécois. C'est ça qui est sous-entendu là-dedans. Et dépendant où je présente, les gens, ils comprennent l'un ou l'autre, mais celui-là, tout le monde trouve ça normal dans un certain contexte. Alors, je vais lire avec vous la citation parce que je l'ai mis en haut de l'article. Le régime québécois se distingue par son haut niveau de contestation, ce qui s'est traduit également dans le temps par les délais de traitement des appels qui sont de plus en plus longs, la présence des décisions changées au niveau de la CLP contribue à un très grand nombre de décisions de plus de 1000 jours d'indemnité de remplacement de revenus et nourri par le fait même la problématique de la chronicité. Alors ça, c'est SECOR, que tout le monde connaît, j'imagine. C'est comme KPMG, c'est une organisation qui est animée par des comptables, entre autres.
Et le problème, c'est qu'ils ont raison que s'il faut attendre 1000 jours pour avoir accès à ton psychologue parce qu'on a refusé ta réclamation comme premier répondant pour un syndrome de stress post-traumatique, le délai contribue à la chronicité. Et la solution, c'est pas de dire aux tribunaux de se dépêcher. La solution, c'est d'accepter la réclamation en première instance. Mais ça, c'est rarement dit. Et c'était le propos dans la présentation que j'ai fait au barreau et le travail que j'ai fait avec Vicky. On va y revenir tout à l'heure. Mais alors là, tu as 3 discours. Je soupçonne que la personne qui voulait entendre parler de la prévention de la chronicité utilisait le terme ici. Mais moi, j'ai décidé que j'utilisais le terme Prévicap, le terme du modèle de Sherbrooke, prévenir l'invalidité ou l'incapacité au travail. Oui. Même dans les lésions acceptées, à l'époque, le jargon, la CSST, avant notamment la CNSST en 2016, le jargon, c'était plus des 1000 jours. Et si le travailleur était présenté, à un moment donné, on recevait un appel de la CNE, de la commission, pardon, de la CSST, puis là, on dirigeait ce dossier-là vers une équipe d'élite à la commission. Et eux étaient là pour essayer de brasser les affaires. Mais c'était un dossier accepté quand même. Et ça avait pris. Et j'ai un diapo là-dessus. C'est très bon que tu dises ça parce que ça fait le boucle. Parce que je m'apprêtais à sauter toute la deuxième section, mais je pense que je ne sauterai pas tout de suite, mais peut-être certains diapos sur la littérature scientifique. Alors, la version courte de ceci, c'est qu'en 2008, j'avais déjà présenté au barreau la prévention de la chronicité suite à nos études qualitatives qu'on avait faites au début des années 2000. Et à l'époque, la pensée dominante était que une prise en charge précoce favorise la prévention de l'incapacité à long terme. Et ça, c'était partout au CDE, c'était ça. Mais ce que ça veut dire, c'est j'ai déjà interviewé des gens qui étaient partis en civière avec l'assignation temporaire sur leur ventre, sur la civière, pour dire on va pouvoir vous assigner rapidement à la maison pour lire le manuel de sécurité de l'entreprise. Et des fois, c'est pire que ça. Souvent, c'est pire que ça. Mais disons que précoce et précoce, ça veut dire d'autres choses. Alors, je ne passerai pas énormément de temps là-dessus. L'idée, c'est de la prise en charge précoce. C'est vrai qu'il ne faut pas attendre 6 ans si tu es quadriplégique ou paraplégique après un accident de travail. Ce que tu ne veux pas, c'est de dire à la personne, lorsque tu es correct, on va parler de ce que tu vas pouvoir faire. Il faut commencer en amont. Il faut commencer plus tôt. Et la vraie science parle de prévention de chronicité en voulant du bien aux travailleurs. Mais si on vient juste d'une partie de la grosse machine, on pense que c'est un jargon pour dire exactement ce que Jean-Pierre vient de dire. C'est que c'est le prétexte pour dire « Ah, toi, tu viens de tomber dans le tiroir 13, là, on va s'occuper de toi. » 2 éléments qui sont intéressants, qui existaient avant, lorsque j'ai écrit le papier en 2008. Il y a Mick Sullivan, qui est une chaire de recherche du Canada en psycho à McGill, qui avait élaboré un Pain Catastrophizing Scale. C'est une échelle pour prédire qui ne va pas retourner au travail, si la personne estime que ça va avoir des graves conséquences sur sa capacité de retour au travail. Ça veut dire qu'il y a une personnalité de catastrophizer et il faut s'en occuper. Ça fait partie des critères dont Jean-Pierre a parlé. L'autre échelle qui est importante, c'est le Fear Avoidance Beliefs Questionnaire. Si tu as peur de bouger puis tu as mal au dos, c'est de mauvais augure pour ton retour au travail. Alors, Mick Sullivan, retenez-le parce que même s'il faisait partie de notre équipe qui faisait cette formation, et lui était le psychologue qui travaillait avec la Commission des accidents de travail de la Nouvelle-Écosse à l'époque. Et il a fait adopter un règlement qui appelait du Tough Love, où des personnes avec fibromyalgie ou la douleur chronique avaient droit à 4 semaines de prestations. Et c'est allé jusqu'à la Cour suprême du Canada. Et la Cour suprême du Canada, vous êtes tous des juristes, charte discriminatoire, discrimination, handicap. Les étudiants de première année ont revu ça. J'enseignais cet arrêt-là avec Mick à tous mes étudiants qui n'étaient pas des juristes. Et Mick disait, mais on voulait tellement faire du bien à ces gens-là, je ne comprends pas pourquoi.
Évidemment, à l'époque, lui était de bonne foi. Mais la manière que ça se transpose en politique publique, des fois, est un peu plus inquiétant. Et la Cour suprême a souligné que c'était inapproprié. Ellen McEachen qui est membre de notre équipe actuelle, a fait une étude percutante sur la politique ontarienne et qui démontre que c'est la politique bâton. L'employeur peut recevoir une amende s'il ne donne pas une assignation temporaire et le travailleur perd ses bénéfices s'il n'accepte pas. Et ça donne un certain nombre de difficultés. Ça mène à des gens qui ne veulent pas être là, l'employeur ne veut pas que la personne soit là, puis la personne ne veut pas être là, puis les collègues ne veulent pas que la personne est là. Et ce n'est pas idéal pour promouvoir l'employabilité de quelqu'un. On va dire ça dans la version courte. Et je ne rentre pas dans les détails. Je mets à jour dans ce papier les études rendues entre 2008 et 2020 sur 5 éléments. Et comment on mesure le retour au travail? Beaucoup des études scientifiques mesuraient le retour au travail par la fin des indemnités, parce qu'ils disaient que l'organisme n'aurait pas mis fin aux indemnités s'il n'avait pas retourné au travail. Ça, ils ne font plus ça, mais pendant très longtemps, et c'est ça qu'ils faisaient. La pertinence, la perception du travailleur sur ses chances de retour au travail, l'impact, la perception d'injustice sur le retour au travail, et ça, c'est clé. Et c'est quelque chose que je pense qui peut se transposer dans d'autres domaines. Là, la mesure de la perception de l'injustice et ses conséquences sur la santé du justiciable, je pense que ce n'est pas juste en santé au travail, c'est important. L'impact du stress du processus sur le retour au travail et enfin l'importance de tenir compte du contexte d'une étude. Alors, je vais expliquer brièvement chacune de ces affaires, mais très brièvement. Alors, la version courte de ce diapo ici, c'est qu'il ne faut pas mesurer le retour au travail par la fin des indemnités. C'est drôle parce que lorsque je présente aux avocats, ils comprennent tout de suite. Même les avocats, peu importe là où ils se situent, on est dans le spectrum patronal, syndical, c'est clair qu'on connaît plein de cas où les bénéfices sont cessés et la personne ne travaille pas. Mais les médecins, il faut que je l'explique souvent ça, parce que c'était la norme en 2002 lorsque l'étude de Loisel mesurait par la fin des bénéfices. Alors, on fait de moins en moins cette approche-là. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que je n'aurai pas du temps pour regarder le qualitatif après. Mais comme je vous dis, c'est publié. Voici, ça c'est à gauche, ça c'est la fameuse échelle que vous avez évoquée. La CSST a décidé en amont, la Commission de la santé et sécurité du travail au Québec, d'essayer d'anticiper qui seraient les personnes à risque de devenir chroniques. Et ça, c'est le médecin de la CSST en 2006, et je n'ai pas réussi à trouver les catégories de triage depuis, c'est pas sur Internet en tout cas. Et parmi les critères, si tu as un emploi précaire, ça c'est clair que si tu as un contrat temporaire, il y a des bonnes chances que tu ne vas pas retourner au travail parce qu'il n'y a personne qui est responsable de te reprendre. Le droit de retour au travail existe au Québec, ça existe beaucoup moins en Ontario. Des gens qui n'ont pas de lien d'emploi, les personnes qui ont des rechutes, par exemple, qui ont déjà eu un accident, et là, ils doivent avoir une chirurgie, puis au moment de la chirurgie, ils n'ont pas d'emploi. Très difficile d'aider ces gens à retourner au travail. Et enfin, des gens qui croient qu'ils ne pourront pas retourner à leur emploi, et ça, c'est le fameux Catastrophizing Scale, l'échelle de McSullivan. Il y a une étude qui est publiée, c'était au Danemark, dans un congrès international. Marie-France Coutu était une des étudiantes de notre programme et maintenant est prof à l'Université de Sherbrooke, où ils ont envoyé des ergonomes avec les travailleurs qui avaient un score élevé sur le Catastrophizing Scale, qui disait « je ne pense pas pouvoir retourner au travail ». Et les ergonomes ont dit « mais là, on voit pourquoi, c'est parce que les conditions de travail sont incompatibles avec la condition de la personne ». Mais c'est en 2019 que ça a été publié, ça. Alors, pendant très longtemps, on a vraiment misé sur la personnalité des gens, sur la perception psychologique. C'était une catégorie de travailleurs, de catastrophizers, et you had to do something about the catastrophizers. And the something, c'était de s'occuper de leur mentalité, de leur psychologie, et non pas nécessairement toujours de changer les conditions de travail. Et là, c'est Mick et c'est ça qui est très important dans
l'écologie du domaine, c'est que c'est le même qui nous a donné le Catastrophizing Scale, qui a développé un Injustice Scale, Perception of Injustice Scale. Et lui, il est rendu où il dit, essentiellement, la traduction, je ne vais pas le traduire littéralement maintenant, mais il dit, souvent, la perception d'injustice n'est pas une perception, c'est une réalité, soit à cause de l'accident, tu sais, l'accident avec un chauffeur, par exemple, qui reste paraplégique, c'est une injustice. Un employeur qui ne respecte pas la loi sur la santé et sécurité du travail, puis tu es blessé, c'est une injustice. Mais c'est aussi par le comportement des assureurs, lui il dit, notre même Mick Sullivan, le comportement des assureurs, le comportement des avocats, le comportement des médecins dans le système, tout ça peut contribuer chez le travailleur à une perception d'injustice et les gens prennent plus de temps à retourner au travail lorsque ils ont une perception d'injustice. Et là, c'est ici, je pense que je vais sauter pour aller au fond, mais notez que et au Québec et au Canada anglais et en Australie, il y a des dizaines et des dizaines d'études sur la perception d'injustice et son impact sur l'employabilité de la personne. Et il y a des échelles, il y a beaucoup de bonnes recherches là-dedans. Et ça, je vais le sauter pour parler en particulier de l'importance de tenir compte du contexte juridique d'une étude. Et ça, c'est quelque chose, Fiona Clay, c'est une des stagiaires qui est venue ici. Elle est épidémiologiste et elle faisait partie de cette formation transdisciplinaire qu'on avait en prévention d'incapacité. Et pour son stage, elle a lu toute la littérature des 4 meilleures revues sur le retour au travail. La littérature essentiellement épidémiologique, sur des interventions, sur les différentes manières que les gens essayaient d'aider les gens à retourner au travail. Et elle disait que la quasi-totalité ne mentionnait pas le contexte, même pas le contexte juridique, dans quel pays l'étude a été faite. Alors, aux Pays-Bas, où il n'y a pas de régime d'indemnisation des accidentés du travail, où il y a un régime universel d'indemnisation pour des incapacités, l'intervention va jouer d'une manière très, très, très différente que si tu es aux États-Unis avec des assureurs privés qui font du profit sur les accidentés. Si on ne mentionne pas le contexte de l'intervention, on ne va pas avoir des informations utiles pour comprendre si l'intervention pourrait se transposer ailleurs. Et elle a publié ça. J'explique ça aux avocats spécialisés, puis il n'y a pas de problème. L'exemple que je donne, mais l'Ontario, jusqu'en 2018, la loi sur les accidents de travail ne reconnaissait pas les problèmes de santé mentale causés par l'exposition au stress chronique, alors qu'au Québec, ça a toujours été couvert par la loi. Pas nécessairement idéalement, mais il n'y a personne qui a jamais dit non, non, on ne paie pas pour ça. Et si on prend les statistiques lésions psychologiques indemnisées en Ontario versus le Québec, s'il y en a moins en Ontario, les genres de personnes, d'études qu'on peut voir, c'est de dire, mais manifestement, ils font une meilleure prévention en santé mentale en Ontario. J'ai déjà vu ça. Alors, évidemment, si tu ne couvres pas le problème, ça ne va pas te coûter cher, mais ça ne veut pas dire que les gens se portent bien. On se comprend. Et la même chose pour le retour au travail. Et je pense que j'ai maintenant, ça c'est le seul exemple en droit, c'est pur. Et je n'ai pas nécessairement besoin de le lire, mais vous avez le texte de la loi sur les accidents de travail ontarienne. Je vous ai parlé c'est l'approche bâton, hein, parce que l'employeur et le travailleur doivent collaborer, doivent coopérer rapidement. Il y a une prise en charge très rapide à bâton. L'employeur peut avoir une amende ou une pénalité. Le travailleur peut perdre ses bénéfices. Et surtout, le médecin n'est même pas interpellé pour savoir s'il pense que ce que l'employeur propose est une bonne idée. Le médecin a un formulaire où tout ce qu'il peut écrire, c'est les capacités résiduelles de la personne. Il n'y a pas de place pour les limitations fonctionnelles, pas de place pour l'interdiction de soulever. Il n'y a pas de... interdiction de soulever, oui, parce qu'il peut soulever moins que 5 livres, par exemple. Tu peux l'écrire. Pas de place pour dire c'est une mauvaise idée, laissez-le tranquille. Et dans nos entrevues, il y avait des médecins, ils avaient écrit de cœur, ils disaient, j'écris sur le formulaire, à travers le formulaire, ne réassignez pas cette personne et personne n'écoute. Ils se sentent ignorés, les médecins en Ontario, dans l'étude qu'on avait faite. Au Québec, on a l'assignation temporaire,
L'assignation temporaire, c'est l'article 179. L'employeur n'est pas obligé d'offrir quelque chose. Il peut le faire. Et l'employeur, pour pouvoir le faire, doit avoir l'approbation du médecin. Et parmi les choses que le médecin doit confirmer, c'est que le travail est favorable à la réadaptation du travailleur. Alors, il y a un formulaire que l'employeur soumet au médecin et le médecin dit oui ou non, ou oui, ça, pas ça. C'est différent. Et on est en réforme législative actuellement au Québec et on a entendu beaucoup de gens dire on déteste notre système, c'est surtout du côté du Conseil du patronat, parce que le médecin a le dernier mot, puis ça nous crée des problèmes, d'où la pertinence de cet enjeu-là aujourd'hui. Alors, j'ai deux citations à comparer pour vous. Ça, c'est tiré de notre article. Alors, je nous cite. Le personnel de la Commission des accidents de travail ontarienne met de la pression sur les gestionnaires pour qu'ils gèrent le comportement des médecins. Un cadre institutionnel nous a dit ressentir de la pression de la part du personnel dans le but de l'inciter à agir pour arranger les médecins. What are you doing to fix the doctors? Et là, je parlais de quelqu'un de très haut placé dans l'organisation. Et ce, même si les médecins traitants ontariens n'ont pas de pouvoir décisionnel dans le processus, contrairement aux médecins québécois. Parce que ce qui arrive, c'est que le médecin dit à son patient, je ne peux rien faire pour toi. Moi, je sais que ce n'est pas une bonne idée. Alors, évidemment, le travailleur, il part à son assignation en étant fâché contre la Commission des accidents de travail, en ne pas voulant. C'est très judiciarisé, cette question-là, en Ontario. C'est la seule où c'est plus judiciarisé qu'au Québec. Alors, les médecins d'entreprise, les médecins consultants pour la commission se plaignaient de la non-collaboration des médecins traitants dans le processus. Par ailleurs, les médecins traitants identifiaient des formulaires visant à l'évaluation des capacités résiduelles comme étant une source de stress et de conflits potentiels avec leurs patients. Alors, ça, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit. Au Québec, j'ai une entrevue avec un avocat patronal et voici ce que la personne nous dit. L'assignation temporaire va souvent être refusée par le médecin. Pourquoi? Là, mes clients s'acharnent à communiquer avec le médecin traitant. Ils envoient des fax, écrivent des lettres. Ce qu'on veut, c'est de réintégrer le travailleur le plus rapidement possible. On veut lui offrir des tâches qui sont favorables à sa réadaptation, puis le médecin poursuit à refuser l'assignation temporaire. Et là, l'avocat nous dit, puis moi, ce que je dis à mes clients quand ils me confrontent avec tous leurs trucs pour faxer, écrire, appeler le médecin, je dis arrêtez de travailler sur le médecin, travaillez sur le travailleur. Mais dites-lui à lui que vous voulez qu'il revienne travailler. C'est pour l'aider, c'est pour favoriser son retour au travail. Demandez-lui ce qu'il était en train de faire, lui, dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il pense qu'il est capable de faire, lui, compte tenu de sa condition. Faites-le participer à la détermination des tâches. Vous allez avoir beaucoup plus de succès. Arrêtez de travailler sur le médecin. Travaillez sur votre travailleur. Là où vous allez... Bon, vous avez l'idée. Alors, lorsque je présente ça en Danemark, j'ai donné un keynote là, à Danemark avec tous les spécialistes en retour au travail l'année passée. Et tout le monde trouve que le Québec, c'est le Pérou. Tu sais, c'est absolument extraordinaire. Ça va promouvoir le meilleur comportement selon toutes les études, parce qu'évidemment, si tu ne fais pas participer ton travailleur dans le processus, la loi ne dit pas faites participer le travailleur dans le processus. Mais l'employeur qui ne fait pas participer le travailleur, ça peut être longtemps. Hein. Il peut redéfinir 50 fois une assignation temporaire. Alors, ça, oui, Jean-Pierre. Je fasse des commentaires à la fin. Allez-y. Mais... Oui. En fait, ce qui est important de comprendre au niveau de l'assignation temporaire, c'est que dans notre régime d'indemnisation au Québec, l'employeur peut contester à peu près tout ce qui se passe au niveau médical par la demande d'évaluation médicale. Il peut contester toutes les décisions. Le seul endroit où il ne peut pas contester, c'est quand le médecin dit non à l'assignation temporaire. Alors ça les fâche. Et au contraire, le seul endroit où un travailleur peut contester l'opinion de son médecin, c'est en assignation temporaire. C'est étonnant parce qu'on conteste en fonction d'une autre loi. C'est même pas la PMP, c'est la loi sur la santé et la sécurité qui prévoit le mécanisme pour contester l'assignation. Cela dit, c'est pour ça que les employeurs essaient de contourner cet inconvénient-là en disant écoute, je ne suis pas capable de traverser le mur, je vais essayer de me faire des amis pour essayer d'adoucir la chose. Quoique, moi, je ne suis pas contre l'assignation temporaire, oui, de là. Ça peut avoir du bon quand c'est fait dans le respect. Alors, c'est utile ça. Et c'est pour ça que c'est très judiciarisé en Ontario, alors qu'au Québec, c'est la seule chose qui ne l'est pas. Et c'est important parce que
l'injustice étant associée à la difficulté de retourner au travail, l'injustice vient de l'obligation de contester tout le temps devant les tribunaux aussi. Alors, je vais vous donner 3 courts extraits d'entrevues avec les travailleurs pour illustrer en quoi, les 2 premiers, c'est par rapport à l'assignation temporaire. Ça, c'est une entrevue avec une travailleuse de la santé qui était en région. Évidemment, c'est tout dépersonnalisé. 11 heures d'avion pour se rendre à son lieu de travail. Et elle travaillait au Québec, puis elle vivait au Québec. Alors, je ne dis pas où est-ce qu'elle travaillait, mais disons que ce n'est pas la porte. C'est du fly-in, fly-out, là, c'est de ça qu'on parle. Elle avait été prise en otage par un patient qui avait décompensé complètement et qui essayait de la tuer. Puis elle a passé 8 heures dans sa garde-robe, dans la résidence fournie par l'employeur, avec son couteau de cuisine, alors que la patiente, qui avait un long passé, essayait de rentrer. Puis finalement, le seul policier du village a réussi à attraper la patiente. Alors, elle est repatriée au Québec, pas au Québec, à son domicile, et pris en charge par un médecin. Elle a une reconnaissance facile de syndrome de stress post-traumatique, tout le monde comprendrait ça. Et après 1 an et quelques, elle a dit, mais j'aimerais ça essayer de retourner, parce qu'elle adorait son emploi, elle aimait son emploi. Puis le médecin a dit, d'accord. Puis elle est retournée, puis elle a constaté qu'il n'y avait toujours pas de barreaux sur les fenêtres de la résidence fournie par l'employeur. Et que même si l'assaillant était en prison, l'assaillant avait de la parenté. Et qu'il y a eu 6 fois qu'on a brisé les fenêtres dans la courte période d'assignation temporaire. Elle a été repatriée à Montréal, puis là, son médecin a dit aussi longtemps qu'il n'y a pas de barreau, moi je ne t'assigne pas. Faire une histoire très courte, d'une histoire qui est plus longuement expliquée dans le texte et dans d'autres textes, 3 ans plus tard, elle reçoit un règlement en échange de sa démission de plus de 6 chiffres. Alors, est-ce que c'est 100 000, 500 000, on ne sait pas, payé par le syndicat, l'employeur et la CSST. Parce que tout le monde, la CSST et l'employeur disaient, mais les barreaux sur la fenêtre, la résidence, ce n'est pas un établissement au sens de l'article 1, paragraphe A de la LSST, et donc je ne suis pas obligée de mettre des barreaux. Et ça a duré 1 an et demi. Ça ne coûte pas cher, des barreaux. Et là, la CSST a dit, techniquement, ils ont raison, et tout le monde a raisonné en avocat. Et finalement, bon, là, elle travaille pas pour le même employeur, dans le même domaine, mais elle l'aime moins, elle travaille pour une agence maintenant. Alors, ça, c'est un premier cas où, avec l'appui de son médecin, et c'était le médecin, malgré elle, qui disait non, tu y vas pas, elle a réussi à avoir ce règlement hors cours. En Ontario, elle aurait été carrément congédiée parce que non-coopération, parce qu'elle refuse de retourner sans barreau. Donc, ça, c'est un premier exemple où l'assignation temporaire, le rôle du médecin est important. Un deuxième est... Yeah, okay. Mathieu est un camionneur qui travaille pour une compagnie à numéro, agence de travail temporaire, dont la seule fonction est de fournir du personnel à une grande multinationale qui a un siège social au Québec et qui embauche tout le monde via l'agence. Et lui, l'entrevue avec lui et sa femme, là, c'est comme, on aurait pu mettre ça dans le livre, pourquoi il faut faire des assignations temporaires, c'est bon pour la santé. Alors lui, il avait un gros problème de dos, il ne pouvait plus travailler comme camionneur à court terme, en tout cas, il était encore en traitement. Et ils lui ont trouvé quelque chose pour lui permettre de travailler activement quand même. Il a adoré ça. Il a fait à peu près 9 mois. Puis à un moment donné, le grand patron de la compagnie commettant le fait venir pour dire, on s'excuse, monsieur, on ne sait pas pourquoi on vous a forcé à travailler alors que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas du tout obligé. Retournez, restez couché chez vous, là, vous n'êtes pas obligé. Puis lui, moi, je le vois 1 an plus tard, est en train de développer une dépression, puis sa femme aussi. Et c'est vraiment, et son représentant dit, mais t'es payé parce que l'indemnité reprend lorsqu'ils ne sont pas en assignation. Mais lui, il n'est pas content. Et là, la seule chose que j'ai pu comprendre, parce que lui, il ne comprend rien, il ne comprend pas pourquoi c'est comme ça, c'est que dans les relations triangulaires, l'incitation à assigner un travailleur va chez l'employeur. Et l'agence n'est pas un employeur qui... l'agence est l'employeur, mais ce n'est pas lui, c'est la grande compagnie qui l'a congédié.
que l'agence a beaucoup de dettes auprès de la CSST. Ça peut théoriquement se régler par une faillite. Les compagnies à numéro, ça change tout le temps, tout le temps. Donc, la grande compagnie n'avait aucune incitation économique d'avoir cette personne partiellement handicapée en train de travailler. Alors, pourquoi le garder lorsque tu peux le mettre dehors? Alors, ça, c'est une question de structure, d'incitation économique qui fait des effets pervers. Mais si je me fiais juste sur mon entrevue, il ne savait pas, lui. Puis les sociologues, mes collègues, souvent, ne savent pas non plus. Alors, ils pensent que c'est comme ça. Et là, tu dis, voilà, c'est un regard de droit là, en arrière de ça. Et le dernier, parce que je regarde là, Madame la Présidente, vous êtes confortable? Je suis confortable. Oui, ça va. Oui. On a fait un an. OK. Mais je veux Donc, laisser du c'est temps ça, pour non. des échanges. Alors, ça, c'est le dernier exemple. Et c'est le plus triste. C'est un travailleur qui est victime de la judiciarisation. Il travaillait 60 heures par semaine, 40 heures par semaine au salaire minimum pour une grande multinationale, grande surface, et 20 heures par semaine pour une autre grande surface, au salaire minimum encore. Il s'est fait une entorse lombaire qui est relativement banale dans le potentiel de tout ce qu'on peut se faire en accident de travail. Puis, l'employeur, son superviseur est là lorsqu'il se blesse, il dit à son superviseur, il réclame à la CSST accepte la réclamation, et là, il me raconte que, et tout ça c'est corroboré par les jugements que j'ai lus, le superviseur appelle la CSST pour dire, il ment parce que je ne travaillais pas, j'étais en vacances cette semaine-là. CSST arrête ses prestations, arrête son accès à la physio. 15 mois plus tard, le tribunal d'appel entend le superviseur qui est sous serment et qui ne se rappelle plus si c'était en vacances ou pas. Et là, c'est une grande multinationale, c'est pas le dépanneur du coin. Là. Et là, mais là, ça fait 15 mois qu'il n'y a pas de traitement, il n'y a pas rien. Il y a 3 enfants en bas de 6 ans, puis son épouse à charge. Et ça va de moins en moins bien. Pour faire une histoire courte, encore d'une histoire qui peut être très longue, j'ai pu trouver 10 appels dans son dossier. Et au moment où je fais l'entrevue, et d'habitude, ce n'est pas lui qui est en appel, à part de la première, où c'est lui qui avait été coupé, c'est l'employeur qui conteste tout le temps. Une des histoires, c'est que pour contester l'avis médical de son médecin traitant qui dit qu'il est encore inapte au travail, l'employeur a le droit de demander une deuxième opinion. Ça a été fait à multiples reprises dans son cas, et une fois, il faisait moins 30, il n'y a pas de véhicule, il ne peut pas conduire de toute façon dans son état, et il appelle à la CSST pour dire est-ce que je suis obligé d'y aller, puis on dit on coupe vos bénéfices si vous n'y allez pas. Lorsque moi, je fais l'entrevue avec lui, et Camille Lantier-Riopel est avec moi aussi, il passe son temps à se bercer. Il est reconnu, article 47, il est reconnu inapte à tout travail pour le restant de ses jours, essentiellement. On a dit, il n'y a aucun emploi convenable qu'on peut trouver pour lui. Il va être payé jusqu'à l'âge de 68 ans. Il est dans peut-être le début de la quarantaine, fin de la trentaine. Et là, j'ai dit, est-ce que votre employeur a contesté? Parce que ça coûte cher. Il dit, non, ça faisait plus de 5 ans, donc il a arrêté. Après 5 ans, il a arrêté. Parce que les incitations économiques pour baisser l'IRR, si vous vous rappelez du SECOR, c'est que l'employeur va être pénalisé au niveau de ses primes futures s'il y a un montant élevé d'indemnités qui sont données. Alors, une fois que la période de miroir est passée, là, on abandonne la personne comme telle. Ça, c'est pire aujourd'hui, mais ça, j'avais publié ça en 2016. Alors, pour vous donner une idée, on a 67 000 réclamations avec perte de temps au Québec, 54 000 en Ontario. Il y en a 10 000 contestations au bureau d'évaluation médicale au Québec. Ça n'existe pas en Ontario. On a 30 000 appels au Québec et 5 000 en Ontario. Puis l'Ontario, ils disent, pointe de l'iceberg, c'est une catastrophe, on a eu 5 000 demandes d'appel. Alors, disons, on se compare, on se console. Il y a des bonnes raisons, il y a des qualités de notre loi qui fait en sorte que c'est comme ça. Au Québec, on croit le médecin. Alors, l'employeur qui veut contester le médecin, il doit aller en contestation, d'où l'existence de ce truc ici. Tandis qu'en Ontario, la commission met de côté l'avis du médecin, ils se sont ignorés, mais ça ne judiciarise pas le régime parce qu'il n'y a aucun droit. Essentiellement, on l'ignore. Mais tout ça pour dire que la judiciarisation
comme disent mes étudiants, c'est un truc. It's a thing. Et là, on m'a dit, je ne passerai pas trop de temps à lui donner sa parole, mais j'ai demandé, mais là, vous êtes payé jusqu'à 68 ans. Alors, les avocats ont dit, mais là, on a gagné à 47 ans. Mais il dit, je ne suis pas content. Vous le lirez. Alors, et là, il y a des messages que tout le monde comprend, c'est que s'il y avait eu un traitement convenable dans le premier mois ou le deuxième mois, je suis au travail. Maintenant, je suis à la maison et j'ai toujours peur. Maintenant, quand il fait trop froid, trop humide, j'ai peur. Alors ça, évidemment, lui, il ne fait pas le lien avec la convocation. Et c'était 1 heure plus tard qu'il dit ça, mais c'est clair que si tu es convoqué, puis tu perds tes bénéfices si tu ne te pointes pas, puis il fait moins 30, on imagine que c'était une mauvaise journée pour lui. Et là, il veut éviter, il disait juste la fin, on regarde un humain, je traite un humain, pas un dossier. Et je ne sais pas, on avait publié notre rapport de recherche en 2005, traiter la réclamation, traiter la personne. Et je ne sais pas s'il a vu ça et que c'était son interprétation, mais c'est exactement ça qu'on voulait dire. On traite des personnes et les agents, des fois, oublient. Alors, ça va me prendre 1 minute vraiment pour parler du syndrome de stress post-traumatique parce que, et c'est le travail d'une année de pauvre Vicky, mais qui a accouché, alors elle n'a même pas la possibilité de présenter. Mais ce qu'on a voulu faire, c'est de voir les premiers répondants au Québec qui réclament pour un problème de santé mentale relié à l'exposition aux choses stressantes. Est-ce qu'ils doivent exercer leur droit d'appel pour être indemnisés? Et le dernier diapo, on a fait un rapport là-dessus, Québec, Ontario, Colombie-Britannique, avant Vicky, puis là, on a actualisé avec Vicky. Et ce tableau nous dit qu'il y a 24 appels en total pour ces catégories de premiers répondants. Et l'ensemble, c'était le travailleur qui est en appel. Alors, ça, c'est juste ça que vous devez retenir. Ça veut dire qu'il perdait. En première instance, on n'acceptait pas. Et ça, c'est FileMaker. Ça prend un temps fou de faire tout ça, mais ça nous permet de dire ceci. Entre ces différentes personnes, la moyenne, c'était 23 mois avant de se faire dire qu'il y avait droit à des soins payés par le régime et aux indemnités. Le plus court, c'était 12 mois et le plus long, c'était 45 mois. 45 mois, c'est long. Hein, et on sait, dans le domaine du syndrome de stress post-traumatique chez les premiers répondants, il y a des présomptions dans toutes les provinces du Canada anglais, comme quoi c'est une lésion qui doit être indemnisée, dans le but justement de faire en sorte que c'est accepté en première instance, parce que les gens déjà, ils sont en négation, les ambulanciers, ils disent « Oh, je fais fort et tout ça ». Et ça passe pas, alors ça confirme, il ne faut pas réclamer. Oui, elle s'est suicidée. C'est une belle amoureuse, c'est carrément pas ça. C'est très clair et on a eu un colloque l'été passé, parce que ça, c'est le rapport qu'on avait fait pour les 3 provinces. Et c'était avec tous les partenaires de recherche, de tous les employeurs d'ambulanciers, de pompiers, etc. Et tout ça. Voilà. Les gens réalisent qu'il y a un problème. Là. Il y a un problème réel et que faire traîner les gens dans le système, ça prend trop longtemps. Alors, ça, je pense que parce que ça, c'était moi qui ai essayé de convaincre les avocats en santé au travail de se comporter correctement. Et je n'ai pas besoin de faire ça avec vous. Mais disons que l'injustice, ça vous coûte cher. C'était un peu ça le message. Et j'aime pas ça, devoir faire ça comme ça, mais des fois, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ça, c'est le dernier diapo qui est essentiellement, ça interpelle tout le monde. Parce que même les avocats, les travailleurs, tu sais, les gens qui disent, mais t'es payé, alors, tu sais, on a d'autres urgences. Alors, si ton IRR rentre, inquiète-toi pas si tu n'as pas d'assignation. Pour les gens, ça nuit à leur santé aussi. Là. Alors, c'est ça. Et là, les médecins évaluateurs, les syndicats, tout le monde devrait penser que l'injustice, c'est pas rentable. Ça a l'air bête de dire ça comme ça, mais c'est important de le dire comme ça.